New Year's resolution is to keep my foot on these bitches' necks. Bonjour tout le monde, c'est Steve de Music Feeling. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée pour notre fameux Pink Day. Et avant que vous me disiez quoi que ce soit, non, ce n'était pas prévu. J'ai porté ça parce que je devais aller à un date. Et après, quand je me suis dit, ah, c'est rose, je me suis dit, autant filmer avec mon petit truc rose, chercher une tasse rose dans mes affaires, prendre une petite bougie rose pour que tout le monde se sente à l'aise, nous mettre un peu d'Aretha Franklin avec l'album La Diva avec le petit côté rosé, parce qu'apparemment tout passe beaucoup mieux quand c'est emballé de rose, même les fameuses impressions de déjà vu. La 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 la. Vous êtes là? Voulez-vous me Shenation? Ah oui. On s'est dit tout passe plutôt bien quand c'est rose. Je suis dans mon petit mood Cameron ou alors j'essaie et justement je me suis dirigé vers Shenation parce que Shenation c'est la première marque sur le drip, c'est une vraie caverne d'Alibaba. Si vous voulez par exemple trouver un petit bracelet, même avec un peu de pink, vous y allez. Ils ont un roster absolument fou, tous les sportifs, artistes le portent, vous le voyez, aussi bien avec une petite chaîne scintillante et discrète sur lequel vous pouvez agrémenter un petit pendentif. C'est extrêmement varié aussi bien pour hommes que pour femmes. Ils ont 5 étoiles sur Trustpilot. Vous pouvez commander du lundi au dimanche et du dimanche au lundi. La livraison se fera toujours en 2-3 jours en France et en 24 heures en point relais. Si vous n'avez pas encore reçu votre cadeau de Noël, c'est le moment de vous énerver et de vous faire plaisir à vous-même. On est en 2024, lâchez-vous. Tu peux commander ça? MDR. Et pour tout ça, j'ai un code promo exceptionnel qui là tout de suite s'affiche à l'écran. Vous faites votre sélection qui s'accordera à votre humeur, à votre goût, même si c'est un peu de pink. Vous allez le trouver sur Shenation. Vous tapez le code promo et que demande le peuple? La 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 la. C'est un éternel recommencement. Un éternel recommencement qui cette fois-ci commence par une histoire tragique. En février 2021, le père de Nicki Minaj est heurté par une voiture. L'homme s'apprêtait à voir sa fille et son petit-fils né quelques mois avant. Tout était réservé, le billet, l'avion. Il s'apprêtait à se réunir en famille quelques mois après la naissance du petit papa Bill. Il se trouve que l'homme ne survivra pas à ses blessures et ça fait d'être chez la rappeuse une détresse très particulière qu'elle exprime dès l'entrée de l'album sur le titre Are You Gone Already? Set me free. Est-ce que tu es déjà parti? La chanson sample en réalité la chanson de Billie Eilish, When the Party's Over. La voix de Billie Eilish est plus auto-tunée sur la version de Nicki Minaj. C'est une sorte de remix mixtape où désormais Nicki Minaj pose elle-même ses sentiments. Le fait d'avoir cru pendant un certain moment que son père allait survivre parce que ça lui paraissait trop irréel et le fait finalement de confronter cette réalité qui est d'ailleurs quelque chose qui me fait très peur moi dans ma vie personnelle. Ce moment où tu crois tomber sur le bonheur et tu te retrouves fatalement avec une tragédie. Dans ce titre qui est donc un titre pop, Nicki laisse entrevoir sa part de fragilité qui est un exercice sur lequel elle excelle. D'ailleurs je crois que en vérité c'est ma préférée du disque et on peut comprendre d'ailleurs qu'elle dise avoir eu du mal à enregistrer le second couplet parce que tout s'entremêle, on ne sait plus si tu es la fille éplorée et en même temps si tu es la fille éplorée tu es aussi la mère, donc du coup tu dois être forte pour l'enfant en te sentant toi-même orpheline. Cet exercice de la rappeuse qui livre sa part de fragilité au-delà des chiffres et qui revient à quelque chose de plus humain est un exercice qui selon moi est souvent plus ou moins bien apprivoisé chez elle. Le fait d'écouter Are You Gone Already, et je trouve que le titre était bien choisi, est-ce que tu es vraiment déjà parti, qui maintient dans l'impression de se dire que est-ce que vraiment je vis ce que je suis en train de vivre, m'a rappelé aussi la manière dont elle parlait à l'ancienne Nicki sur Dear Old Nicki. Dear old Nicki, please call back. Mais surtout je trouve que dans la structure, la chanson ressemble en réalité beaucoup à All Things Go qui était la chanson d'entrée de The Pink Print et à cette époque là elle racontait qu'elle avait perdu son cousin. C'était un titre un peu plus hip-hop avec une touche de pop mais la structure est très similaire, toujours sur cette thématique du deuil où elle raconte effectivement que tout passe, tout s'en va, même si on ne s'en rend pas compte, on n'a pas forcément le temps de prendre soin des gens qu'on aime. Et là donc nous venons de frapper à la porte de Pink Friday 2, la première chanson de l'album. Mais pourquoi on en est arrivé à Pink Friday 2 en fait? Vous me connaissez, je vais pas vous amener quelque part, on va pas continuer notre décryptage sans savoir pourquoi et comment on en arrive donc à cette porte de Nicki qui pose sur un titre très pop pour l'ouverture de ce comeback.
trouvez que je serais bien habillé comme ça pour mon date? Parce que... Ou alors la mauvaise énergie des barbs. Oh là là. Revenons en 2017 et repartons sur 2 points précis. On avait établi dans plusieurs précédentes vidéos la structure même de la carrière de Nicki Minaj, à savoir que globalement, la manière dont ils ont marketé Nicki Minaj, notamment entre 2009 et 2015, c'était que principalement ses singles solo étaient plutôt des singles pop et ses singles hip-hop étaient souvent en featuring. C'est comme ça que le marketing s'est fait. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait de single hip-hop en solo, ça veut dire que globalement, c'était la vitrine sur laquelle était vendue sa carrière. Vous le voyez avec des titres comme Pound Alarm, Starship, pendant que nous on adorait des titres comme Trap in the Bees. Non, Bees in the Trap. C'est le stress du date. Vous connaissez déjà un peu ce schéma. Même quand vous écoutez des chansons comme Ride Through Me, vous retrouvez toujours un côté très sucré chez Nicki Minaj en solo et beaucoup plus hip-hop quand elle était en featuring. Ça a très bien fonctionné jusqu'à effectivement le fameux beef avec Remy Ma. Parce que dans le fameux beef avec Remy Ma, il s'est repositionné plusieurs choses qui étaient plus ou moins contre Nicki Minaj. Vous vous rappelez d'ailleurs de sa phrase où elle lui dit effectivement que toi, c'est pas des adultes qui écoutent ton rap, tu fais du rap chewing-gum, c'est pour les enfants. Si Remy Ma n'avait pas pu capitaliser sur le fait qu'elle avait quand même frappé très fort dans ce beef contre Nicki Minaj, la personne qui avait capitalisé, c'est bien évidemment Cardi B. Et il faut vraiment se souvenir de ça. Bodak Yellow arrive à la première place du Billboard Hot 100 américain avec le mouvement For the Culture. For the Culture, c'est-à-dire que les hip-hopers ont soutenu Cardi B en disant c'est pour la culture, ça ressemble au hood, franchement c'est quelque chose qui ressemble au hood, donc on va la soutenir et on va lui offrir son premier numéro 1, ce qui à l'époque n'était jamais arrivé à Nicki Minaj. Nicki Minaj, à ce moment précis, n'avait pas encore connu la première place au Hot 100. Et en plus de tout ça, nous étions dans ce moment précis dans le retour du hip-hop dans les charts américains. C'est-à-dire que les charts étaient de plus en plus hip-hop et Nicki Minaj donc faisait face à un dilemme très clair, c'est que en tant que reine du rap, c'était très difficile ou incohérent pour elle d'être attaquée sur sa crédibilité dans le hip-hop. C'est pour ça qu'à ce moment précis, vous en souvenez, elle s'était mise à dire qu'elle aimait beaucoup moins ses chansons pop comme Starship et plusieurs autres titres pop d'elle. Elle l'avait dit clairement qu'elle aimait beaucoup moins ces chansons-là et sous-entendu même qu'elle avait été forcée par le label à l'époque de les faire et qu'elle avait fait un album qui s'appelait Queen où même si elle gardait le côté pop qui est le socle vraiment de son histoire musicale, elle était clairement beaucoup plus hip-hop. Elle reprenait des samples hyper connus comme Barbie Dreams. Avec des titres comme Nip Tuck, Hard White, même Good Form. Clairement, c'était sa manière pour elle de descendre dans l'arène en mode vous avez dit quoi, Cardi est beau et je lui arrache sa perruque, même si bon, on a vu qu'en live c'était pas tout à fait possible, mais elle s'était dit ça avec une problématique précise. Sa problématique, c'est que il faut le faire sans toutefois perdre sa base fan pop qui est là pour les chansons beaucoup plus sucrées. Donc c'était une ère un peu difficile pour elle qu'elle a plutôt pas trop mal gérée, c'est-à-dire qu'en termes de vente, elle s'est pas effondrée, elle est restée dans le game. Et après ça, l'ère trap continuant, à partir de 2019-2020, quand elle va réussir à avoir ses premiers numéros 1, l'un avec 6ix9ine et l'autre sur le remix de Sesso, titre très pop d'ailleurs, très influencé par elle-même, par sa manière de voir la musique de Doja Cat. Et c'était déjà intéressant de voir Nicki reposer sur un titre comme Sesso au vu de ses précédentes déclarations disant que elle aimait beaucoup moins ses chansons pop. Mais le combat était toujours de l'autre côté parce que Cardi aura une vidéo d'environ 1 heure, je pense, sur cette chaîne, voire peut-être plus longue, donc je vous préviens déjà. Mais elle a ramené quelque chose dans le game qui est indéniable. C'est que pendant l'ère Nicki Minaj, en gros entre 2009 et 2016 là, il fallait être quand même une très bonne technicienne parce que Nicki Minaj, c'est une très bonne MC, c'est-à-dire que poser sur un micro, changer ses tonalités, jouer avec les rimes, elle sait le faire. Call me Dracula, cause all I do is count chips. Your money, many, I ain't talking about the mouse trick. These girls running like I just threw the bouquet. They know I'm headed to the top like a toupee. Cardi
ne sera jamais aussi bonne MC que Nicki Minaj. En revanche, ce qu'elle a capté, c'est que moi, je sais raconter mes histoires comme je veux les raconter. Ça plaît à d'autres comme moi qui racontent les histoires du ghetto. Et ça a ouvert la voie à plein d'autres rappeuses qui ne sont pas aussi techniques que Nicki Minaj, mais qui se sont dit, bon, nous aussi on peut sortir du ghetto, commencer à raconter nos histoires. Il y a un public qui va nous écouter, surtout que là, on était encore une fois dans une ère plus hip-hop et que la trappe était en train de monter. Et donc ça a créé un engouement autour de plusieurs rappeuses de plus en plus hip-hop. Et dans ces rappeuses de plus en plus hip-hop, il y avait aussi Megan Thee Stallion qui montait. C'est-à-dire qu'à ce moment, quand on entre dans les années 2020, Nicki Minaj fait face à plusieurs rappeuses, quand même dans une idéologie principalement très hip-hop. Vous vous rappelez que quand Megan Thee Stallion, et franchement, c'est le deuxième point très important que je veux que vous reteniez, le diable est dans les détails. Rappelez-vous du For the Culture de Cardi B. Deuxième point hyper important, quand Megan Thee Stallion sort son album, le premier qui s'appelle donc Good News, il y a une polémique qui est très intéressante. Au-delà du fait que l'album est super critiqué, il y a une chanson particulière, ses fans abordent, et vous le revoyez encore une fois, regardez, Times Magazine vous précise que la chanson la plus détestée, elle avait dû se justifier d'avoir fait cette chanson, et je veux que vous l'écoutiez précisément, ça s'appelait Don't Rock to Sleep. Just come get all your stuff. I guess my love ain't good enough. On va réécouter même le refrain de la chanson. Blah, 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 la, la, la. If you wanna leave, then bye, bye, bye. C'est une espèce de pop son sur un synthé très années 80. Clairement, c'est du Nicki Minaj. Elle essaie même de chanter comme Nicki Minaj. Et elle va se faire ramasser par sa propre fanbase qui va estimer que ce n'est pas ce qu'on attend de Megan Thee Stallion, ce n'est pas ce qui nous concerne et en fait ce qu'il rejetait, et c'est important à ce moment-là, nous sommes en 2020, c'est un peu l'idéologie Nicki Minaj, finalement de se dire non, nous on veut que tu restes dans le hood, on veut les histoires, on veut twerker et ce genre de choses, les sucreries, les pinkeries, c'est pas pour nous. Et à ce moment-là encore, c'est elles qui ont quand même plus ou moins le vent en poupe, ce qui va faire que quand Nicki Minaj va décider de faire son comeback à partir de 2020-2021, elle revient quand même dans une idéologie très hip-hop. Le premier single, Do We Have a Problem, avec Lil Baby qui cartonnait à l'époque. Et d'ailleurs, je trouve que même le titre de la chanson vous montrait qu'elle était en mode s'il y a 2-3 perruques qui passent par là, il faut leur rappeler que je suis le vent. Alors, elle avait réussi à faire quelque chose de très intéressant pendant l'ère Queen. Elle a réussi à rassembler sa fanbase sur le personnage de la femme détestée par l'industrie, le Nicki Hate Train, on me déteste, on veut me détruire. Et donc, du coup, elle a conserver un gros public qui défend Nicki Minaj. Donc en fait, on voyait que le titre faisait plutôt de bons démarrages, mais tout de suite après, on voyait que le grand public n'était pas super fan, les radios ne soutenaient pas de ouf les retours très urbains de Nicki Minaj. Ensuite, elle va avoir Buzzing, encore une fois, avec Lil Baby, titre plutôt hip-hop. David Guetta va lui dire reviens, on va faire quelques zones de fleury. Elle va lui dire non, elle va faire la passe à Coi Leray qui va poser sur la chanson de David Guetta en mode je suis dans mon mood hip-hop. Et d'ailleurs, elles vont avoir toutes les deux un featuring sur la chanson Blick Blick, titre encore une fois beaucoup plus hip-hop. Là encore, ça ne marche pas. Et elle va sortir un autre titre, We Go Up, avec 504 Rain. Et je sais pas si vous avez déjà vu le clip de cette chanson. This week, Rory. Next week, Lambo. Bitch, I'm fly. Le clip, franchement, c'était Nicki Minaj dans la rue en mode super street, très dans l'idéologie des autres filles. Ça faisait un clip très Cardi B, de la voir comme ça avec des gars dehors, new-yorkaises. Ça veut pas dire qu'elle ne l'est pas. Ça veut dire que c'est pas l'idéologie là qu'elle vendait à l'époque. Et là, elle se dit franchement, j'y vais à fond. La manière dont elle posait beaucoup plus trap. Mais ça ne prend pas. Ceci montrait encore une fois sa position assez unique dans le game. C'est-à-dire que reine du rap respecté de tout le monde, ça c'est vrai, mais toujours une problématique parfois un peu sur la zone qui est son socle principal, à savoir très hip-hop. Mais dans le même temps, moi, elle va me faire plaisir. Elle va mettre en streaming l'une de ses premières mixtapes que j'aime beaucoup, qui s'appelle Beat Me Up Scotty. Et justement, c'était vraiment en mode, les gars, rappelez-vous que moi j'ai fait des mixtapes, en fait, je ne suis pas une... Voilà. Ça rappelait que oui, à la base, Nicki Minaj kick, et en plus, dans les chansons qu'elle va rajouter dans cette mixtape-là, elle va rajouter une chanson avec un sample hip-hop que j'adore, c'est celui de Headley In My Mind, ça s'appelait Seeing Green, avec Drake et Lil Wayne. Hey yo, I am the star in any room that I stand in. Et dans cette chanson-là, à un moment précis, elle fait une pique aux rappeuses de TikTok, là, elle leur dit franchement... c'est bon quoi. On se rend compte justement que Nicki Minaj
en plus d'avoir ce côté où je reviens sur le hip-hop critique, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs à l'époque, les rappeuses qui sont à fond en train de danser sur TikTok. Ça rajoute à ce petit côté où je recherche un peu plus une crédibilité street. Il y avait une grosse critique des titres TikTok faits pour TikTok. Rappelez-vous de comment on a totalement claqué sur Drake avec Tootsie Slide. Et d'ailleurs, il a arrêté après que la chanson a été autant critiquée, même si elle a été un numéro 1, parce que ça faisait pas très classe d'aller sur TikTok comme ça pour pouvoir faire danser les gens quand tu veux te revendiquer maître du hip-hop. Et depuis, on l'a moins vu pousser de lui-même les chansons sur TikTok. Donc TikTok n'avait pas une très bonne image quand tu veux te réaffirmer dans le hip-hop, même si en vérité, de l'autre côté pour les Cardi B et Megan Thee Stallion, c'est là-bas que se faisaient tous leurs challenges, WAP, Body 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 de Megan Thee Stallion. Et là, comme Patrick Briel disait, le temps court ou presque. Sur la scène rap, il y a un changement qu'on voit arriver. Là où le hip-hop était très fort, à partir de 2002, il commence à chuter. L'une des rappeuses qui vend le mieux devient Doja Cat. Cardi B ne soutenant pas son propre mouvement et ne sortant pas d'album, Doja Cat étant la fille héritière de Nicki Minaj au niveau du son très pop, la pop revenant aussi à la mode pendant que le hip-hop chute, il y a une conjonction qui commence à se créer en 2022. Dans ce même temps où la conjonction se crée, on observe quelque chose de très intéressant sur TikTok. Là où les premiers tubes TikTok étaient façonnés avec beaucoup d'interpellations pour pouvoir être dansés sur TikTok, on observe que les vieux tubes sur TikTok remontent d'eux-mêmes avec des voix autotunées, les jeunes créent des chorégraphies dessus, il suffit juste parfois d'accélérer la chanson ou alors de la remixer. Et c'est là que Nicki Minaj a ce qu'elle n'espérait plus, à savoir un boulevard. Le premier Pink Friday était une épiphanie. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, nous sommes en plein air des zones de Fleury, beaucoup de pop électro par-ci par-là, et je sais qu'elle a eu beaucoup de mal même au début à se dire qu'elle va être totalement pop. Elle voulait avoir un son beaucoup plus hip-hop dans cette ère-là, mais c'était moins évident de l'être, d'être totalement la rappeuse qu'elle était au début et que nous avions connue, notamment sur les mixtapes. Donc elle a fait une espèce de mélange entre un son pop qui correspondait aussi à cette idéologie Barbie, qui a effectivement conquis et a amené au rap beaucoup de gens qui n'auraient jamais écouté du rap. Les mélodies sont souvent très enfantines, vraiment très sucrées. C'est pour ça d'ailleurs que Super Bass, l'iconique vidéo, c'est les petites filles de 7-8 ans qui dansent dessus parce que c'est facile à écouter en fait. Enfin, n'importe qui écoute Super Bass, c'est comme une chanson pop. C'est une chanson pop. On a eu des titres hip-hop pour le coup, comme Moment for Life, assez engageant, où chacun racontait sa vie, et ça nous rappelle d'ailleurs des périodes de nos vies, mais c'est une mixture hip-hop qui s'inscrit dans son époque, et qui lui permet donc d'avoir un album hip-hop dans une scène qui est tellement excentrée sur l'électro que finalement, bon, ça reste cohérent. Il faut se souvenir qu'au début, Super Bass même, elle n'était pas sûre de la vouloir dans l'album, c'est pour vous dire qu'elle savait très bien que c'était peut-être trop pop pour son public de base, et on se souvient que la chanson de Sean Garrett était le premier single, avant que Right Through Me n'arrive, et d'ailleurs Right Through Me, j'avais beaucoup soutenu la sortie de cette chanson parce que je trouvais justement injuste qu'une rappeuse ne puisse pas s'exprimer artistiquement comme elle le veuille à cette époque que je détestais, mais je pensais justement que c'était une ouverture pour permettre à Nicki Minaj, comme à plein d'artistes, d'avoir un son beaucoup plus hip-hop en attirant le public mainstream. Quand vous écoutez Right Through Me, avec le refrain très autotuné, Are you gonna do that shit? En vérité, si vous l'accélérez, c'est déjà un titre qui aurait pu passer sur TikTok. Non, Nicki comprend tout de suite à ce moment-là que sa formule originelle, faut juste l'adapter au son TikTok, pendant qu'elle a encore une fanbase très active sur les réseaux, et c'est ce qu'elle va faire avec Super Freaky Girl, qui samplait le tube de Rick James que tout le monde connaît. Chanson connue de tout le monde, sample connu de tout le monde. Nouvelle version de Nicki Minaj très rosée, beaucoup d'onomatopées. Et si vous regardez ce clip et que vous regardez le clip de We Go Up, vous voyez bien que We Go Up, c'était pas totalement son univers. Là, elle retrouve vraiment ses racines en revenant sur un terrain qu'elle disait avoir abandonné, qu'elle aimait moins selon elle-même, en reniant le fait d'avoir dit au début qu'elle n'était pas trop pro TikTok, mais l'appel du tube. Et là, on va revivre un énième
recommencement. C'est-à-dire que là où pendant l'ère Queen, il fallait absolument dire que Nicki Minaj était hip-hop et prouver que Nicki Minaj était hip-hop, Nicki Minaj, regagnant le succès en passant par TikTok et en revenant vers la pop, reprend le fait de dire que finalement, c'est qui vend qui gagne. C'est-à-dire que quand Cardi B vendait et qu'elle était hip-hop, bah, on était injuste de juger Nicki Minaj sur le fait de dire que Nicki Minaj n'était pas suffisamment hip-hop. Maintenant que Nicki Minaj regagne, bah, en fait, les gars, qui est premier au Hot 100? C'est moi. Donc maintenant, c'est moi la reine. Et on s'assoit là. C'est-à-dire que Nicki Minaj, toujours galvanisée par une fanbase qu'elle a construite, j'avais expliqué ça dans la vidéo sur la Stan Culture, elle a construit sa fanbase sur le fait de se dire que vraiment on est attaqué. C'est comme dans Warcraft. Je sais pas si vous connaissez Warcraft en fait. Ces fans sont persuadés qu'ils défendent Mère Sainte Teresa, que toute l'industrie veut harceler. Donc du coup, la moindre critique à Nicki Minaj ou sur ce que fait Nicki Minaj devient une source de détestation extrême pour ta personne. Et le soutien de ce retour au Hot 100 ne se fait pas sur la musique, il se fait sur le fait que Nicki Minaj est de retour, toutes les autres vont disparaître, mais sur la structure de ce qu'on a vu, on voit que en fait finalement elle revient et elle a d'ailleurs son premier numéro 1 en solo au Hot 100, encore une fois sur une chanson pop. C'est-à-dire qu'après autant d'essais hip-hop, on voit quand même que le socle hip-hop reste son talent d'Achille, mais comme dans toute bonne guerre, les ennemis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui, à savoir que comme c'est TikTok qui va pousser Nicki Minaj et qui va lui offrir son numéro 1, Nicki Minaj va d'ailleurs ouvrir un compte TikTok et sur la suite, le second single, elle va nous proposer cette fois-ci un sample de Lumidzi, titre très connu des hip-hopeux, qu'elle va appeler Red Ruby Da Sleeve. Only on them seas if it's breeze, Red Ruby Da Sleeve, Chinese on my sleeve, these wanna be Chinese. Ensuite, il y a l'avènement de Ice Spice, qu'elle signe, elles font un duo ensemble, et il y a la bande originale de Barbie. Au début d'ailleurs, il y a quelques années, elle voulait pas forcément faire le titre, mais là, elle a une autoroute. Le fait de faire cette formule, qui est donc devenue une formule TikTok, est incroyable, et quand on leur propose de poser sur le titre de Aqua, Barbie Girl, tube super connu dans le monde, bah, on est quasiment certain que ça va prendre sur TikTok. C'est une mélodie super connue, on repose nos voix dessus, mais en vérité c'est juste la représentation de cette chanson-là, sans grand apport à la nouvelle génération, avec 2-3 gimmicks par-ci par-là, une trend, et c'est bon. I'm a Barbie girl, pink Barbie dream house, the way can be killing. Deux gros tubes pop samplés de chansons super connues qui explosent sur TikTok, une chanson Red Ruby Da Sleeve qui la remet quand même dans une dynamique avec un gros sample sur la scène hip-hop. Nicki Minaj est beaucoup de choses, mais elle est pas bête. Ses fans, c'est différent, mais elle, très maligne, très aguerrie, se dit mais finalement, j'étais avec un ami qui est d'ailleurs en label et je suis honnête avec vous, hein. Il m'a dit, fais pas de chronique sur le truc de Nicki Minaj. Moi, je te dis, dans cet album, il n'y a pas une seule bonne chanson. Et moi qui hésitais à faire la chronique, je lui ai dit, non, on va faire la chronique parce qu'en fait, je trouve que Pink Friday 2 est exactement ce qu'il a promis d'être. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, et c'est ça qui est super intéressant, chercher à élargir son format. Ce qu'elle s'est dit, c'est que Pink Friday 1, c'était quoi? C'était le fait de faire une synthèse pop et de présenter mon projet dans une scène qui était très électro, et donc du coup pour une rappeuse c'était plus difficile. Donc en fait faire cette liaison là et être à la fois pink et être à la fois hip hop, c'était compliqué pour moi, et j'ai quand même réussi au-delà même de mes espérances à graviter sur une scène pop. Cette fois-ci, je vais faire quoi? Je vais reprendre la même formule avec la vitrine même de ce qu'est la scène musicale actuelle. C'est-à-dire que beaucoup de titres paraissent pour TikTok. C'est une des premières fois que je le vois autant. Et il y a un débat assez malhonnête qui est fait sur internet, c'est-à-dire que il y a des gens qui disent que oui, mais le sample fait partie de la culture hip-hop. Ça, on est tous d'accord. Je pense que on n'apprend rien à personne que le sample fait partie de la culture hip-hop. Mais il y a une manière de sampler, et j'en ai déjà parlé dans des dizaines de vidéos sur cette chaîne, c'est-à-dire que la manière de sampler a complètement changé. Quand vous écoutez Barbie Girl de Nicki Minaj de Ice Spice, vous écoutez la version originale. Le but est de vous représenter le truc en 2023. Ça n'a rien à voir avec la version originale de Dilemma et de Patti LaBelle. Baby, le sample était fait pour porter la culture, pour que les cultures communiquent entre elles. Ça ne veut pas dire qu'effectivement c'est mauvais de sampler, pas du tout. Mais les samples devenus de plus en plus grossiers. On a vu partout les critiques très fortes sur ce sample de Nicki Minaj, et moi, sans vouloir manquer de respect à mes abonnés ou quoi que ce soit, je pense que j'ai les abonnés un peu normaux qui écrivent partout, voilà, qui écoutent la musique un peu comme tout le monde. Le fait de voir des gens qui écoutent de la pop musique comme tout le monde dire de but en blanc qu'on écoute des samples partout dans l'album de Nicki Minaj, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils ont entendu, c'est des chansons qu'ils connaissent tous, et
c'est encore plus drôle parce qu'il n'y en a pas tant que ça, il y en a 9. Mais le fait qu'elle ait pris quasiment 9 chansons et que la majeure partie d'entre elles soient connues du grand public au point où les gens se disent mais putain c'est trop, ça montre déjà qu'elle s'est dit les gars, je vous bombarde maximum de tubes. Ça donne le sample de Cyndi Lauper sur ce qui est une réédite de Superbass. Les deux chansons sont quasiment identiques, enfin c'est un clin d'œil clairement. Et c'est vraiment la jointure donc de ces deux formules, à savoir je refais de la pop mainstream rappée, et j'ajoute maintenant le côté où il y aura des samples un peu partout. Pourquoi? Parce que ce sera plus facile pour moi d'atteindre l'audience très jeune, très volatile qu'on retrouve sur TikTok. Pareil pour le titre de Jersey avec Lil Uzi, Move Your Feet. Quand vous connaissez Move Your Feet, c'est la même chanson, juste que ils ont rajouté 2-3 gimmicks et que Nicki Minaj va essayer de refaire la choré et de twerker dessus chez Kesena. Pareil pour les chansons rap, un peu plus urbaines de l'album. Barbie Dangerous, ça fait 2 minutes 13. Fuck This Club Up, que j'aime par contre beaucoup, ça fait 2 minutes 50. Blip Blip 150 Cent, ça fait 1 minute 40. Big Difference, je crois que c'est la chanson hip-hop la plus longue et elle fait 3 minutes 10. C'est pour vous dire qu'elle a aussi intégré le fait que aujourd'hui les chansons sont beaucoup plus courtes, donc du coup, tout est réduit vraiment pour cibler un public très volatile, très volubile, tout passe crème. Ce qui n'enlève rien au fait que Nicki Minaj soit une excellente MC. J'aime beaucoup Let Me Countdown avec J. Cole. Je trouve que d'ailleurs ça me rappelle à certains moments à l'esprit, pas musicalement mais l'esprit de Moment for Life. Je trouve que les deux apportent deux belles visions de leur vie, hormis le fait que bon, Nicki Minaj, elle remercie un homme quand même malgré tout accusé et condamné pour viol et condamné pour meurtre, ça c'est des condamnations quoi, et que J. Cole remercie vraiment sa meuf qui le soutient depuis qu'ils ont 15 ans quasiment. J'aurais aimé qu'elle sorte cette chanson là en single, même si j'imagine qu'avec ce texte là c'est peut-être plus difficile pour elle à défendre, mais je pense que c'est l'un des meilleurs titres de l'album, contrairement à la chanson avec Drake qui sonne vraiment datée. On dirait que c'est une vieille démo, ça n'a pas de vie, pas d'adlib de Drake, enfin il manque totalement de charme dans cette chanson là. Pareil pour le titre avec Future qui d'ailleurs date d'il y a plusieurs années et ça s'entend en fait. À côté de ça, on a un titre comme R&B qui fait d'ailleurs très rap mainstream de 2012. On a des comptines beaucoup plus pop comme Call Girl, je sais que ses fans adorent ça. Ou alors Pink Birdie. Et les mélodies sont sucrées, hein. Je sais que là, si votre grand-mère passe, ou alors si votre petite fille qui a 5 ans passe et qu'elle écoute ça, elle va aimer. Mais je trouve que ça manque totalement de groove dans cet album. Tout est très lisse, très plat. Là, je sais que beaucoup vont se dire, oui, mais faire des chansons TikTok, des chansons courtes, elle est dans l'air du temps. On va pas l'empêcher de refaire, d'adapter sa formule de Pink Friday. Voilà, c'est vraiment le concept et tout. Et effectivement. Mais je pense qu'en fait, en vérité, le problème de tout ça, c'est les attentes. C'est-à-dire que Nicki Minaj, qui a 15 ans de métier, qui est effectivement, ça, personne ne lui enlèvera jamais, une des meilleures MC, bah, se retrouve avec un album qui, oui, je peux comprendre que quand on soit fan, on aime, qu'on adore et tout, mais qui factuellement sonne quand même comme une espèce de pot pourri de tout et de n'importe quoi. Et là, ici, je ne lui reproche à aucun moment la versatilité. Je lui reproche juste le fait que, et je sais qu'elle le sait, le fait que ça n'a pas de direction, ça n'a pas de couleur. Quand j'ai vu les gens comparer cet album-là à Renaissance de Beyoncé, je me suis dit que là, on tombe vraiment sur la tête. Et ça, quand j'ai fait la chronique sur Renaissance de Beyoncé, vous vous rappelez, je vous avais dit, allez la revoir. Pas pour moi, mais vous rappelez de ce qu'on avait dit dans cette chronique. Je l'ai dit, moi, Renaissance, c'est vraiment pas un album de Beyoncé que j'écoute souvent. Mais le travail qu'il y avait dans cet album, la couleur, l'histoire, le fait que chaque titre, il y avait quelque chose qui était pensé, structuré et tout, mis en exergue. Même la manière de sampler. On a critiqué Beyoncé sur la manière dont elle s'est comportée avec Kelis, mais la manière dont elle rajoute le la, c'est pas pour voler la mélodie de Kelis. Elle aurait pu s'asseoir, prendre ses bébés et aller sur TikTok et commencer à dire My milkshake, nanana. C'est pas ce qu'elle a fait. Elle est venue orner le la de Kelis parce que c'est l'idéologie du sample. C'est partager la culture, mais c'est pas simplement venir prendre n'importe quelle chanson, laisser le refrain, autotuner le refrain et après rapper 2-3 phrases et dire que ouais, franchement, j'ai un gros tube, on a lancé sur ça sur TikTok.
oui, ça fonctionne, mais ça réduit finalement l'artiste, après autant d'années de carrière, à très peu de choses. Mais comme c'est un éternel recommencement et qu'on a déjà vécu cette scène 100 fois et que c'est une impression de déjà vu ce que je vous raconte, bah vous savez que ça n'a pas changé. Nicki Minaj, je l'avais déjà dit, je crois que c'est une des premières vidéos de la chaîne que je l'avais dit, est profondément insécure. Et ses insécurités ont fini par gangréner son art et tout ce qu'il y a autour d'elle, cette fameuse fanbase qui agit comme un rempart surtout, ça l'a enfermé dans quelque chose qui fait que souvent il n'y a plus aucune notion de réalité. On peut dire, ah le matin, à midi on dit B, le soir on dit C, et vous vous taisez parce que c'est nous qui avons dit. C'est-à-dire que par exemple, les pics qu'elle envoie, quand elle dit par exemple dans des chansons que ces filles doivent bouger leurs fesses pour montrer qu'elles ont du sex appeal, c'est parce que maintenant, comme elle est rentrée à une idéologie beaucoup plus pop, bah elle sait qu'elle va plus jouer la ghetto girl. Elle envoie les pics aux autres filles du ghetto. Quand les autres filles du ghetto vont répondre, on va dire que les autres filles du ghetto sont méchantes. Mais c'est surtout que elle oublie que elle-même, avec les Anaconda et même son live, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est que quand ça nous arrange. Nicki Minaj, c'est une grande rappeuse, mais je pense vraiment que ses insécurités personnelles, je le répète, sa manière de vouloir à tout prix, ces années où elle a été très longtemps première dans le game, sa manière de vouloir à tout prix contrôler tout, bah en fait, fait qu'elle n'arrive pas à être, selon moi, hein, une grande artiste. Et quand je parle de ça, je sais que là je vais me faire insulter par ses fans, ils vont dire, non mais je le pense sincèrement, parce que je pense que je suis assez bon public de Nicki Minaj hip-hop. Je trouve que oui, peut-être parfois, comme je suis pas fan de sa pop à dissuler, je peux être dur sur la pop à dissuler, mais je suis assez bon public de Nicki Minaj hip-hop de façon générale. Je suis pas forcément bon public de City Girls hip-hop ou alors de Cardi B hip-hop. Je critique très durement Cardi B. Cardi B a lancé sa carrière, je disais pendant très longtemps, et c'est une phrase qui tournait beaucoup sur internet, c'était ma vanne quand je disais que Cardi B rappait comme si elle avait perdu son dentier. Alors que Cardi B est hip-hop, et que finalement quand elle a sorti son album Invasion of Privacy, malgré tout, c'est un bon album. Quand tu écoutes, vous voyez qu'il y a une couleur dans ce disque. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais il y a une couleur dans ce disque. Nicki Minaj a beaucoup de mal à se centrer dessus parce que selon moi, elle a établi avec ses fans que leur royauté sur la scène hip-hop dépendait principalement des chiffres. Pour pouvoir dépendre principalement des chiffres, il faut en être esclave. Il faut les suivre à tout prix et il faut donc suivre toutes les modes et pouvoir se contredire, se dédire, et après dire après que non. Mais en fait, même si je sais rapper mieux que tout le monde, mais ça, pour moi, ça veut rien dire en vérité de savoir rapper mieux que tout le monde. Chantemort chante mieux que Beyoncé, ça pour moi, c'est pas de débat. Mais Chantemort n'a pas la discographie musicale de Beyoncé. C'est pas parce que je n'aime pas Chantemort que je le dis, j'adore Chantemort et je trouve que c'est une meilleure chanteuse que Beyoncé. Ce qui veut dire que pour moi, le fait d'avoir une DA reste quelque chose de maître et que Nicki Minaj, sur quasiment tous les albums, à part peut-être Queen et Pink Print où ça se sent un peu moins, c'est toujours un peu dans tous les sens, colmater ceci pour cela et on change d'idéologie entre les mots parce que tel a dit ça et finalement, au final, on se retrouve avec des potes pourris qui, tant que ça nous assure la première place des charts, on revendique. Ce qui, encore une fois, est son droit. Mais artistiquement, on n'est pas obligé de bander sur ça. Rihanna, moi, j'avais pas beaucoup de respect artistique pour Rihanna parce que c'était un pantin. C'est-à-dire qu'elle l'a toujours été. Et d'ailleurs, peut-être que si on fait une vidéo sur sa carrière, vous le verrez. Elle a rien décidé des grandes années de sa carrière. Mais quand elle a pris le bâton, elle a sorti Enchi. Moi, je l'ai respecté et j'ai fait une chronique disant oui, meilleur album de Rihanna. Pour moi, ça l'est toujours. Et dans Enchi, c'est pas qu'il n'y a pas de tube. Il y a Work, par exemple, qui est un gros tube mainstream. Mais quand vous écoutez l'album, il y a une couleur. Et quand elle fait la tournée Enchi après, elle retire plein de tubes électro-hip-hop. Pourquoi? Parce qu'elle veut une cohérence. Et ça, quoi qu'on puisse me dire, ça compte. Le truc de « je suis la reine du rap, il n'y a pas de cohérence, la cohérence c'est moi, aimez-moi et tout », ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que, contrairement à mon pote, et c'est ce que je lui ai dit, moi je pense même pas que ce soit un mauvais album. Moi je pense que c'est un album à l'image de la carrière de Nicki Minaj et à l'image du public principal qui la suit. C'est-à-dire que pas de grandes exigences. On le voit d'ailleurs à la nouvelle polémique sur les ventes. Pour la petite histoire, quand l'album est sorti, la personne avec laquelle je travaille, justement, je lui disais on va peut-être faire une vidéo sur Nicki Minaj. Et il m'a dit ok, faisons-la tout de suite. Et je lui ai dit non, ne t'inquiète pas, il va forcément y avoir une polémique sur les ventes à la fin de la première semaine, donc on la fera après. Pourquoi? Parce que c'est un éternel recommencement avec elle. Je savais qu'à la fin de la semaine, elle ferait une polémique sur le fait de ne pas avoir bien vendu parce qu'elle avait lancé un concours sur son site pour gagner des places de concert. Et tenez-vous bien, pour pouvoir donc remporter le concours, il fallait que chaque fan achète 4
copie de l'album. C'est-à-dire que pour pouvoir être sûr de gagner une place de concert sur le site internet de Nicki Minaj, tu achètes 4 copies de l'album et ensuite, donc du coup, tu envoies ça et donc du coup, tu peux gagner. Les fans ont acheté. Elle a compilé 100 000 copies et elle a rendu sur la Billboard en disant voici 100 000 exemplaires en plus que j'ai vendu sur mon site. What? Parce que ça n'a pas de sens et que c'est un gonflage artificiel de ces chiffres. Si tu vends sur ton site internet, déjà comment je sais que tu vends et que tu es honnête? Comment je sais que tes ventes sont réelles? Et en plus, si tu as demandé à des gens qu'ils achètent à chaque fois 4 fois l'album pour potentiellement gagner une place de concert, quelle est la justice que ça fait par rapport aux autres vendeurs de cette semaine-là? Nicki Minaj n'est pas la seule avec des méthodes catastrophiques, mais moi je suis pour qu'on condamne tout le monde, y compris Nicki Minaj. Parce que la dernière fois, quand c'était Travis Scott qui avait fait un bundle sur son site et qui offrait un album quand on achetait un t-shirt ou un sac sur son site internet, Nicki Minaj critiquait cette méthode-là et nous avait fait un immense caca nerveux au point où on disait sur internet qu'elle était en bif avec Stormzy parce que ça ne l'arrangeait pas. Et c'est ça qui me gêne, c'est-à-dire que c'est pas l'idéologie en fait. Elle ne se dit pas je suis contre le fait que les gens trichent. Elle se dit tant que ça ne m'arrange pas, tout est mauvais. Si Cardi B, toi, si les gens sont sur TikTok, ah ça c'est la pire chose au monde. Si les gens font de la pop, oh mon dieu, vous faites de la pop. Mais dès que moi je fais, allez c'est génial parce que je suis la meilleure rappeuse. Franchement moi je peux pas respecter ça. Vous savez ils vont m'insulter et d'ailleurs je tiens à vous le dire, je vais porter, j'ai déjà déposé une plainte, j'ai déposé 2 plaintes, la dernière source dans laquelle on m'a mis là, je vais aller au bout cette fois-ci, c'est-à-dire que les insultes, tout, donc laissez-les m'insulter, faites des screens, envoyez-moi. En plus maintenant, avec la loi Faro, c'est beaucoup plus facile de repérer les adresses IP, ils me l'ont dit à la police, donc là c'est fini en fait. Je vais même pas discuter avec eux sur internet, on se trouvera devant un juge et on verra pourquoi on m'insulte, si j'ai mérité qu'on insulte ma famille et tout, parce que j'ai donné un avis. Donc là, il n'y a pas de souci, je les laisse m'insulter, mais en vérité, moi je pense que dans cet écosystème-là, quand moi je le regarde de loin, c'est finalement le fan de musique, Nicki Minaj qui est le plus à plaindre. Parce que j'estime que l'obsession des charts, c'est une chimère. Surtout dans l'ère dans laquelle nous sommes. Et vous le voyez à tous les niveaux que cet album-là, pour moi, en tout cas, ce n'est même pas un album, c'est une mixtape. Comme moi, je l'ai entendu là, c'est une mixtape pop mainstream, mais c'est pas un album qu'elle a construit de bout en bout. Elle s'est dit, il faut que je sorte quelque chose, elle a ramassé des trucs, elle avait certainement des vieilles chansons qu'elle a mis et tout. Et il y a des chansons que j'aime, je vous en ai cité plusieurs. Mais dans l'idéologie de l'album, c'est pas du tout pensé comme ça. Et la dernière preuve, si vous en aviez pas conscience, c'est le fait que le même jour, vous allez à la Fnac, vous achetez le CD de Nicki Minaj. Regardez le nombre de titres qu'il y a là. Le même jour, Pink Friday 2. C'est 10 chansons. Vous êtes en streaming, il y a 22 chansons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de presser l'album, elle s'est dit, j'ai 10 titres dont je suis sûr qu'ils seront dans l'album, donc je l'envoie en pressing. Mais la personne qui a acheté l'album en CD n'a pas le même album que toi qui as acheté l'album en digital ou que toi qui as l'album en streaming. Et pour moi, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci, pas pour moi, parce que moi je m'en fous, mais c'est un souci pour les fans. Vu que le jour où vous achetez l'album Pink Friday, elle n'avait pas dit que c'était que 10 titres et que l'autre version avec 22 titres. Non, elle a dit Pink Friday 2 est sorti. Donc toi, tu as acheté l'album là en précommande ou que tu allais à la Fnac, mais tu n'as que 10 chansons. Les autres qui ont acheté en digital ont 22 chansons. Ce n'est pas le même album. Pour un artiste qui fait ça, soyons un peu logiques. Si tu as construit ton projet en tant qu'album, c'est ton bébé, la cohérence et tout, bah tu vas te dire non, faut quand même que les gens qui ont l'album comprennent pourquoi l'enchaînement des chansons se fait comme ça et tout. Si Nicki l'a fait comme ça, c'est parce qu'elle sait très bien que, sa fanbase ne va pas lui reprocher. Même si moi je pense que Billboard aurait dû, et moi ça c'est pas pour que Nicki Minaj, pour toutes les personnes qui vont faire ça à l'avenir, c'est-à-dire que tu sors un album, ce qu'on trouve dans les bacs n'est pas ce qu'on trouve sur iTunes, avec une différence aussi grande, c'est-à-dire que 10 chansons en CD et 22 sur l'album en streaming, bah en fait on retire les CD de tes ventes, ce n'est pas le même album. Mais le fait de faire ça montre déjà que artistiquement tu es en mode, on envoie déjà le pressing parce que voilà, ça c'est sûr que ce sera dans l'album, le reste je coltine et tout, et puis voilà en fait, il n'y a pas la pensée artistique de se dire j'ai 15 ans de carrière, je vais taper fort artistiquement, les gens qui vont écouter ça vont se dire waouh, non, il y a un truc de se dire je fais une compile, je sais que là-dedans je peux avoir des tubes par-ci par-là, et après avec les chiffres, vu que mes fans m'ont acheté et que j'ai une grosse fanbase, je dirais que je suis la reine du hip-hop, les autres ne pourront jamais me battre, et puis voilà. Mais comme je vous l'ai dit ici, pour moi c'est une chimère en fait. Je me souviens de plein de choses parce que ça fait très longtemps que je parle de musique, donc j'ai plein de souvenirs de plein de choses. Et je peux aimer quelque chose ou ne pas aimer l'idéologie d'un artiste. Mais jamais vous allez me dire que moi, je vais me retenir de critiquer ce que je pense être critiquable sur un artiste. Mes artistes préférés, je me suis fait bannir de leur forum. On a fait les forums de Michael Jackson, de Janet Jackson, de Brandy. Enfin, je me suis fait bannir, je sais pas combien de fois des forums de Brandy américains. Ils me détestent là-bas parce que je critiquais tout le temps les promos de Brandy. Oui, Brandy c'est harmonisé. Ah oui. Est-ce que Brandy est capable, dites
dites-moi dans les commentaires de faire une promo d'album correcte. Non, elle n'en est pas capable, c'est son incapacité en fait. Donc je respecte les apports que Nicki Minaj a apportés au hip-hop, mais moi je peux pas respecter cette espèce de truc qui n'a pas de guide en fait. Moi, je veux que malgré tout, le rap, le hip-hop, ça reste un genre musical qui incarne quelque chose, qui représente quelque chose pour la culture afro-américaine. Dire que je suis la reine du rap, c'est pas juste que j'ai plein de tubes par-ci par-là, la grand-mère du fin fond du Texas connaît Superbass. Pour moi, ça dépasse ça. C'est un guide, c'est une idéologie, c'est quelque chose que tu défends. Quand j'écoute Nas encore aujourd'hui, je me dis putain de merde, je suis très content que Nas, à 50 ans, sorte des albums qui lui ressemblent, qui me parlent et qui parlent pas forcément au grand public, mais dont on sait que ça représente quelque chose pour nous. Le fait que Nicki Minaj soit dans cette idéologie de se dire je vais faire du gros mainstream, ça ressemble trait pour trait aux formules qu'on avait pour des artistes comme Pitbull ou encore Flo Rida. C'est-à-dire que dans l'idéologie, ils font sur leur tube mainstream la même chose. La chose qui sauve Nicki Minaj, c'est qu'on a reconnu qu'elle était une bien meilleure rappeuse que les autres et qu'elle avait un impact culturel largement supérieur. Et je lui souhaite d'avoir encore plein de numéro 1, contrairement à ce que ses fans pensent, que Everybody soit numéro 1, que Pink Girly Party, je sais plus laquelle, là, celle de Cyndi Lauper, là, j'ai oublié le titre, qu'elle soit aussi numéro 1. Je lui souhaite d'en avoir le maximum, parce que je pense que malgré tout, les musiques noires ne se résument pas uniquement aux chiffres. Il n'y a que sur le R&B, le rap, qu'on essaie toujours de nous faire passer le fait que quand quelqu'un vend le plus, il est plus important culturellement. Dans la country, même le simple fait que Lil Nas X était dans les charts country, il a été dégagé. Pourquoi? Parce qu'il préserve quelque chose qui est d'abord culturel. Dans le rock, c'est pareil. C'est pas les artistes mainstream de rock qui sont les plus protégés par cette culture-là. On ne dit pas que tu es le roi du rock parce que tu as simplement plus vendu que les autres. Non, il y a d'abord quelque chose de culturel. Donc pour moi, le pari de Nicki Minaj qui se dit que plus elle aura de chiffres et de succès et qui passe par toutes les méthodes imaginables, les albums, 10 chansons et tout, elle sera la reine. Bah pour moi, c'est une méthode qui ne la récompensera que sur le très court terme. Vous vous rappelez de sa pique à Aretha Franklin, le jour où elle a passé le nombre d'entrées au Hot 100 d'Aretha Franklin. Elle a eu plus d'entrées au Hot 100 américain qu'Aretha Franklin et elle dit « Ah, je viens de passer Aretha Franklin ». Moi, ça m'a toujours fait sourire parce que c'est un faux record. C'est un faux record, pourquoi? Parce que Nicki Minaj, c'est une rappeuse, elle a énormément de featuring. Aretha Franklin le fait quand c'est l'époque des CD, enfin le simple fait qu'Aretha Franklin ait plus de 70 entrées au Hot 100 dans cette époque-là, avant le streaming, en plus elle est quasiment seule sur l'immense majeure partie des titres, ça vous montre que l'impact n'est pas le même. Mais dans l'ère du streaming, effectivement, c'est beaucoup plus facile de battre ce genre de record, et c'est donc là le talon d'Achille de plein d'artistes de notre époque, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils vont engranger les records, certes, parce que tous les jours on voit des records, mais l'impact culturel qui va se faire sur le très long terme ne sera absolument pas le même. Quoi qu'on puisse me dire, on va m'insulter, me traiter, Invasion of Privacy de Cardi B n'est pas un immense album, mais il a un impact culturel indéniable. Le simple fait qu'elle ait gagné un Grammy, et là encore, je fais appel au fait que nous vivons toujours la même chose avec Nicki Minaj. Là, elle a fait un album à la mixtape, mais elle a les chiffres, c'est-à-dire qu'elle va faire 200 000 en première semaine. Et d'ailleurs, ces attitudes, ces espèces de là, elle reproche à Billboard de ne pas avoir comptabilisé les chiffres, la font souvent passer pour une loseuse alors qu'elle a gagné, elle a fait plus de 200 000. Elle serait restée sur ses plus de 200 000 en se disant, les 100 000 copies que j'ai vendues à mes fans, là, enfin les 100 000 là, bah je garde l'argent et je ne dis rien. Bah elle serait sortie de là grandie. Mais comme d'habitude, comme c'est son schéma, il faut revendiquer, dire que les labels la détestent, que l'industrie ne l'aime pas parce qu'elle n'a pas un deal à 360, et ça galvanise ses fans. Ses fans se disent, oh, tout le monde déteste Nicki Minaj, le label de Cardi B. Toujours complètement faux. Le label de Cardi B est le label qui a promu la chanson Barbie Girl avec Ice Spice. C'est eux qui étaient derrière la manœuvre. Nicki Minaj était tout le temps dans la story du président du label de Cardi B et ils ont fait un gros boulot pour que cette chanson explose. Vous êtes d'accord? Mais c'est une fuite en avant de courte durée parce que l'impact culturel, et je ne dis pas qu'elle n'a jamais eu d'impact culturel, je dis le fait d'avoir des albums, de faire encore des albums qui ont une vision et qui ne sont pas juste des colmatages pour la radio ou pour plaire à tel, parce que dans cette ère, si on dit ça, après on va dire ça. Le fait d'avoir ça a encore quelque chose de très fort sur le long terme pour les musiques noires, et le fait de miser uniquement sur les chiffres à l'ère du streaming, moi, encore une fois, je lui souhaite d'avoir le maximum de chiffres, mais c'est une chimère. Parce que si elle a battu le record d'Aretha
Aretha Franklin d'entrer au Hot 100 américain, c'est une évidence que ces nombreux records à elle seront très rapidement battus dans l'ère du streaming. Parce que c'est encore plus facile. Chaque jour on se réveille, quelqu'un a un record quelque part. Donc encore une fois, à l'instar de ces CD de 10 chansons pour des albums de 22 chansons qu'on vend, je trouve que Pink Friday n'est pas un grand projet. Si je devrais le noter, je lui donnerais peut-être 5 sur 10. Je trouve d'ailleurs que la fin de l'album, la chronique de Pitchfork était assez juste, parce qu'à la fin de la chronique de l'album, ils ont écrit oui, tu es riche, mais est-ce que tu es vraiment heureuse? Et c'est une phrase qu'elle dit sur la première chanson de l'album, On y retourne. Si elle ne gagne pas et elle n'est pas nommée au Grammy, elle dira oui, vous avez vu, j'ai vendu et je n'ai pas été nommée, alors qu'elle sait très bien que artistiquement, quand on connaît un peu le jury des Grammy, c'est pas vraiment ce qu'elle a proposé qui les fait bander et que c'est pas non plus super réfléchi, c'est un peu vide de sens. Même quand vous lisez les chroniques de plusieurs magazines, vous voyez très bien que les magazines très Grammy friendly sont pas du tout en kiff sur ce genre d'album, ce qui est compréhensible. On lui reproche beaucoup le fait que ce soit assez vide, mais ça va lui servir, parce que quand elle sera peut-être pas nommée, ou qu'elle gagnera pas, elle dira « Oh mon Dieu, alors que je suis la meilleure rappeuse, j'ai jamais gagné !» Et ça va repartir pour un tour, mais pour moi, c'est pas un arbre qui cache la forêt, en fait. Et oui, Reine du rap, moi, tous ces titres-là ne me dérangent pas. Mais Reine du rap, c'est quoi le guidon, en fait? C'est vers quoi on va? Est-ce que aujourd'hui tu critiques les filles qui twerk, demain toi tu twerk, aujourd'hui tu critiques les filles qui font de la pop, demain toi tu fais de la pop, aujourd'hui tu aimes pas TikTok, demain tu... Enfin, c'est quoi le guide? On va vers où? Pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de respect de cette culture-là ne me convient pas, même si encore une fois je respecte la MC qu'elle est. Le couplet qu'elle a sur New Body de Kanye, je l'adore, je pensais que ça allait me sortir aujourd'hui, je crois. Mais malheureusement, c'est pas encore ma mère afin que je puisse aimer et supporter absolument tout ce qu'elle fait. Parce qu'encore une fois, beaucoup de ces épisodes me donnent l'impression qu'on me R. Kelly dessus, on me pisse dessus, on me fait croire que c'est de la pluie en fait. Vendre un album de 10 chansons, non mais heureusement que ce sont ses fans en fait. Parce que moi, Billboard, j'aurais retiré les 83 000 copies aussi de ces ventes-là. Pas parce que c'est Nicki Minaj en fait. C'est clairement de l'escroquerie. Mais comme on est dans une ère de fanatisme, on ne peut même plus protéger les fans contre les propres escroqueries de leurs artistes. Enfin, c'est un truc de fou. Mais bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse qui revenait sur le Pink Friday 2 de Nicki Minaj, ce qu'il m'inspire, ce que j'en ai pensé, le contexte global de la sortie de l'album, mes chansons préférées, je vous ai dit, je crois que c'est Let Me Count Down, Fuck This Club Up, Barbie Dangerous. Je vous ai dit ce que je pensais des plusieurs des titres pop, aussi de la réception et du fait que ce soit pareil pour TikTok, du fait que pour moi, c'est pas tant le fait de la versatilité, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'histoire en fait. Même musicalement, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens. Là, nous, on a l'impression que c'est vraiment une série de titres colmatés là, parce que voilà, certains vont marcher en streaming, voilà, et que finalement, ça manque de vie pour qu'une personne qui a autant d'années de carrière. Je vous ai aussi donné mon avis par rapport à sa propre diligence et le fait qu'elle change très souvent de position et que c'est difficile à suivre pour une reine du hip-hop. Bref, vous avez ma palette de ressentis et d'avis sur ce projet de Nicki Minaj. Je tiens aussi à vous dire, avant de terminer cette vidéo, de ne pas répondre. C'est-à-dire que les insultes, les menaces et tout, ne répondez pas. Vous n'avez pas besoin de me défendre. On a le droit de s'exprimer. Nous sommes en démocratie. Je sais pas, voilà quoi. Donc, ils le font. Faites des screens si vous tombez sur des trucs. Vous avez ma boîte mail, vous envoyez. Nous, on est tranquille. On s'expliquera un jour ailleurs. Parce que nous, on n'est pas devant les tribunaux. Le frère de Nicki Minaj a été enfermé pour pédophilie. Et elle a fait une lettre d'ailleurs pour le soutenir et elle a payé ses avocats. En disant que c'était la meilleure personne qu'elle connaissait dans la lettre pour soutenir son frère. Elle est mariée et a un enfant avec un homme condamné pour viol et pour meurtre. Et des gens qui soutiennent de façon aveugle cette personne-là se permettent de dire tout et n'importe quoi sur Internet. Ou de te dire par exemple que tu écoutes R. Kelly. Mais les gars, R. Kelly c'est totalement le genre d'homme de Nicki Minaj. S'il était dehors là, ce serait peut-être votre beau-père. C'est juste parce que elle, en vrai, ce n'est pas son type d'âge de femme. Enfin bref, j'espère que vous aurez apprécié cette chronique. Je sais pas si on devrait faire des formats chroniques d'albums plus souvent. En tout cas, j'ai bien aimé faire celui-ci. Je sais pas parce que je suis plus heureux que d'habitude. Dites-moi tout dans les commentaires, vos chansons préférées, vos ressentis par rapport à ma chronique. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.